Dans les leçons précédentes, nous avons vu différentes manières d'organiser les éléments d'interface utilisateur de votre application sur l'écran. Nous avons vu comment organiser les éléments de façon verticale à la façon horizontale. Toujours dans ce cadre, nous avons même vu comment afficher les éléments qui dépassent la taille de l'écran en ajoutant l'effet de défilement. Tout cela c'est bon, mais ça ne suffit pas. Une application n'est pas une page statique qui affiche juste des éléments que l'utilisateur peut voir. Juste comme un document PDF par exemple. Une application, c'est de l'interactivité avec son utilisateur. Une interaction qui amène l'application de passer d'un état vers un autre état. L'état d'interface utilisateur d'une application fait référence aux données qui déterminent l'apparence et le comportement de vos éléments d'interface utilisateur. Prenons cet exemple de cette interface utilisateur qui permet d'ajouter ou de retirer une unité sur un compteur. Le compteur est affiché dans un élément d'interface utilisateur, l'élément texte. Lorsqu'on clique sur le bouton pour ajouter l'unité au compteur, l'interface utilisateur va changer d'état de l'état 1 où le compteur est 0 à l'état 2 où le compteur est 1. Ainsi de suite selon qu'on ajoute ou retire l'unité sur le compteur. Ici, ce n'est pas qu'on aura différentes interfaces d'utilisateurs pour chaque état. Si c'est le cas, on risque d'être limité. Parce que imaginez si l'application permet d'ajouter au compteur jusqu'à 1000. Faudra-t-il avoir 1000 interfaces utilisateurs différentes? La réponse est non. Ce qu'il faut faire, c'est de créer une seule interface utilisateur qui sera considérée comme un modèle ou disons un template qui va s'adapter et représenter n'importe quelle valeur du compteur. Et c'est ce à quoi porte cette leçon. Nous allons voir comment gérer les différents états du UI avec Jetpack Composer. Dans Android Studio, dans Main Activity, je vais détacher ce bout de code ici, que je vais mettre dans un nouveau fichier, que je vais créer dans ce package. Ça sera le fichier MyUI, un fichier où je vais coller ce que j'ai copié. Je n'aurai pas besoin de la prévisualisation, je vais directement utiliser le Live Edit. Question de voir les modifications que je serai en train d'apporter directement sur l'émulateur. Je vais ajouter ici une fonction de mise en page, la fonction colonne, pour organiser les éléments de façon verticale. Et dans cette fonction, je souhaite afficher un texte. Dans le fichier build.gradle.kt au niveau du module app, il y a ces dépendances que vous pouvez voir ici, laquelle dépendance a été ajoutée par défaut lors de la création du projet. Cette dépendance nous offre un nombre non exhaustif de fonctions composables prêtes à l'emploi. Ces fonctions composables permettent de créer des éléments d'interface utilisateur qui respectent les règles de conception des Material Design de Google. Nous allons consacrer toute une section pour ça, mais pour le moment, retenez juste que nous avons accès à certaines fonctions composables qui nous permettent déjà de créer des éléments UI. Parmi ces fonctions composables, nous avons celles qui nous permettent d'afficher des textes, des boutons, pour ne citer que cela. Ici, nous souhaitons afficher un texte. Nous allons utiliser la fonction composable, la fonction texte. Nous devons passer l'argument au paramètre texte. Et ici, c'est le texte qu'on souhaite afficher. Je vais mettre mon texte, comme ceci. Je vais exécuter l'application. Voilà, comme vous pouvez voir, nous avons notre texte sur l'écran, le texte, mon texte. C'est trop petit, je vais essayer d'ajouter la taille de la police de ce texte. Et pour ce faire, je vais définir un argument au paramètre texte style. C'est plutôt style, tout simplement. Et ça prend une instance de texte style comme ceci. Comme vous pouvez voir, il y a plein de propriétés pour modifier le style du texte. D'ailleurs, qui ont déjà des valeurs par défaut. Ce qui m'intéresse ici, c'est la propriété font size. Je vais mettre ici 24
L'unité de mesure ici, cette fois-ci, c'est SPI, au lieu des 10 pi qu'on a souvent utilisé. Au fait, SPI, qui veut dire tout simplement scaled pixel, il s'agit d'une unité de mesure utilisée pour définir les tailles des polices, qui sont mises à l'échelle normalement pour s'adapter à la densité de l'écran de l'utilisateur. Je vais l'importer. Le texte devient visible, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer aussi de centrer le texte juste au milieu de l'écran. Et pour ce faire, d'abord au niveau du colonne, je vais définir le paramètre modifier à modifier.fillMaxSize pour que cela remplisse tout l'écran. Maintenant, pour positionner mon texte juste au centre, je vais d'abord faire l'arrangement vertical en définissant le paramètre vertical arrangement à arrangement.center. Voilà. Et le paramètre horizontal alignment, et là je vais définir à alignment center horizontally. Notre texte est affiché au centre de l'écran. Et ceci représente déjà un état de l'interface utilisateur avec ici comme données le texte, mon texte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer pour que le changement d'état de l'interface utilisateur puisse s'opérer? Vous devez comprendre que chaque changement d'état du UI est une réponse à une action, qu'on appelle ici un événement. Généralement, cela provient de l'utilisateur lorsque celui-ci fait une action de cliquer sur un bouton ou n'importe quelle autre action. Et dans d'autres scénarios, l'action peut provenir directement de l'application elle-même ou encore du système d'exploitation Android. Juste en dessous du texte, je vais ajouter un élément d'interface utilisateur qui va appeler au fait l'action de l'utilisateur. Dans cette optique, on utilise souvent les boutons pour faire appel à l'action de l'utilisateur. La fonction composable qui permet de créer l'élément d'interface utilisateur bouton est la fonction button. Voilà. La fonction a plusieurs paramètres. Nous avons deux paramètres ici qui ne sont pas optionnels et tous ce sont des fonctions que nous devons impérativement définir. Il s'agit du paramètre onClick et du paramètre content. Content est une fonction composable qui va recevoir effectivement des éléments UI pour décrire les boutons. Comme vous pouvez voir, c'est appelé déjà ici comme une fonction lambda. Je vais ajouter ici un texte par la fonction composable texte. Le texte ici sera cliqué. Voilà. L'objectif ici est que quand on clique, quand l'utilisateur clique, que la valeur ici change. Au lieu de mon texte ici, je vais plutôt mettre vous avez cliqué une fois. Je vais ici, à chaque fois quand l'utilisateur clique, que le nombre de fois que j'ai cliqué, que le nombre de fois que l'utilisateur a cliqué puisse s'afficher. Que ce soit vous avez cliqué une fois et lorsqu'il clique de nouveau, vous avez cliqué deux fois, ainsi de suite. Déjà, comme Jetpack Compose, c'est du code Kotlin pur et simple, et que tout code Kotlin peut être utilisé dans Jetpack Compose, donc si on utilise une variable dont le rôle est de stocker de façon temporaire une valeur, si on utilise une variable qu'on sera en train de modifier sa valeur, cela peut nous amener au résultat escompté, je présume. À ce niveau, je vais donc créer une variable par var clickedNumber que je vais directement initialiser à 0, d'où clickedNumber est du type int. Le type ici est défini par inférence. Et l'action que l'application sera en train de faire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, ça sera d'incrémenter par une unité la valeur de la variable clickedNumber, laquelle valeur sera alors affichée à ce niveau.
Voilà. C'est bon, j'espère que les modifications sont déjà appliquées au niveau de l'appareil. Ici. Lorsque je clique, remarquez, rien ne change au niveau du texte. Ça reste toujours à 0. Nous avons juste le texte, vous avez cliqué 0 fois, bien que je clique autant de fois. Je vais essayer de faire le débogage avec le journal Log4, qui est un outil vraiment puissant d'Android Studio qui permet de surveiller et de déboguer les messages du journal de votre application. Comme vous allez le remarquer, il fournit en temps réel différents messages générés par votre application ou le système Android de votre application ou votre émulateur. Pour que notre application émette les messages au journal, il faut utiliser ici la classe Log. Et à ce niveau, je vais appeler la classe log, à partir duquel je vais appeler la fonction d pour dire debug. Et au premier paramètre, il faut que je spécifie les tags. Mon tag ici, ça sera malakisi log. Et je serai ici en train d'afficher la valeur des clicked number. Voilà, que je vais convertir en chaîne de caractères par la fonction toString. Ceci, c'est juste pour vérifier sa valeur quand je serai en train de cliquer sur le bouton. Je vais cliquer ici pour ouvrir le journal Log4. Je vais filtrer que le message avec comme tag malakisi log, comme ceci. Je vais alors cliquer. Waouh. Au fait, voilà alors le mystère. La valeur de la variable click number change de 0 à 1, mais Jetpack Compose ne prend pas compte de cela. En tout cas, comme vous pouvez voir, la valeur est en train de changer. La valeur est incrémentée, mais au niveau de notre interface utilisateur, rien ne change. Mais que peut être le problème? Pour comprendre le problème, nous devons d'abord comprendre ceci. Lorsque les fonctions composables sont appelées, Compose fait ce que l'on appelle la composition. Ceci fait référence à la manière dont les éléments de l'interface utilisateur sont construits et structurés avec l'état ou les données initiales. Vous avez par exemple une fonction composable colonne dans laquelle vous définissez une variable pour modifier l'état du UI initialisé ici à 0. La fonction composable texte ici pour afficher le texte mon titre. Juste en bas, un autre texte par la fonction composable texte qui affiche la valeur de la variable qui change comme ceci. Et juste en bas, un bouton qui permet de modifier la valeur de la variable qui contient à l'intérieur un texte pour le décrire. Le texte ici, c'est cliquer. Lorsqu'on exécute cette fonction pour la toute première fois, cela consistera à ce que l'on appelle la composition. Une action, comme on l'a dit tantôt, qui consiste juste à définir la manière dont les éléments de l'interface utilisateur sont construits et structurés avec l'état ou les données initiales. Ici, la valeur d'état qui est à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la variable d'état change de valeur? Disons que l'utilisateur clique sur les boutons. Cela déclenche la modification de la variable d'état. Que fait alors Compose pour changer l'état du UI? Pour que l'interface d'utilisateur passe d'un état vers un autre état, de la valeur 0 vers la nouvelle valeur, le compilateur Compose fait ce que l'on appelle la recomposition, qui est une réexécution des fonctions composables avec les nouvelles données pour mettre à jour l'interface utilisateur. Il faut noter ici que les seules fonctions composables qui se recomposent sont celles qui ont accès à la variable d'état. Et lorsqu'un élément enfant est appelé à être recomposé, c'est que l'élément parent s'est aussi recomposé. Pour notre cas, par exemple ici, la fonction colonne sera recomposée parce que ces enfants, la fonction texte ici, accèdent à la variable d'état, tout comme la fonction button. Ces deux fonctions feront objet de la recomposition
pour alors refléter les changements d'état à l'interface utilisateur. Maintenant, la question ici est que quand est-ce que le compilateur compose, c'est que l'état ou la variable d'état a été modifiée pour déclencher la recomposition. Au fait, le truc ici est que Compose est doté d'un système de suivi d'état qui planifie les recompositions pour toute fonction composable qui accède à un état particulier. Mais ce que vous devez savoir ici, ce n'est pas n'importe quel type de variable qui peut être suivi ou monitoré par Compose pour ainsi déclencher la recomposition. Compose dote un type spécifique qui doit être observé. Il s'agit du type state ou mutable state. Voilà, chaque variable d'état doit être de ce type pour être suivi ou disons monitoré ou encore observé par Compose pour que celui-ci détecte le changement de sa valeur pour ainsi faire la recomposition des fonctions composables qui accèdent à cette variable d'état observée et ainsi mettre à jour l'interface utilisateur. Mais si seulement si c'est un type autre que un mutable state, cette variable peut changer de valeur autant de fois que ça puisse le faire. Compose ne détectera aucun changement, d'où il n'y aura aucune recomposition, conséquence aucune mise à jour au niveau de l'interface utilisateur. Et c'est la raison pour laquelle ici, malgré le fait que lorsqu'on cliquait sur le bouton et que la valeur de la variable clickNumber changeait, on ne pouvait pas voir les modifications sur l'interface utilisateur. Tout simplement parce que clickNumber ici est du type int. Compose ne peut pas observer ou monitorer le changement de la valeur de cette variable pour faire la recomposition afin que les modifications soient visibles à l'écran. Comme je l'ai dit tantôt, les seuls types qui peuvent être suivis est les types mutable states ou les types state pour ce qui ne peut pas être modifié. À ce niveau, je vais initialiser directement cette variable par la fonction mutable state of, une fonction qui crée une instance de mutable state. Ça sera un mutable state de 0, un entier, mutable state et générique. Ça supporte n'importe quel type de données, que ce soit un type de données primitif, tout comme un objet complexe. Pour le moment, je vais ajouter cette annotation pour supprimer cette erreur. Voilà. Et par inférence, Kotlin a attribué à la variable clickNumber les types mutable state de int. Voilà. Avec mutable state, pour accéder à la valeur, on utilise la propriété value, comme ceci. Je vais le faire partout comme ceci et tester alors cette fois si ça va marcher. Mais en attendant, je vais supprimer les contenus du journal log4 pour recommencer de nouveau. Voilà. Je vais cliquer sur les boutons, mais rien ne se passe toujours sur l'interface utilisateur. C'est toujours 0. Est-ce que la recomposition ne s'est-elle pas faite alors qu'on a utilisé le type mutable state qui est observé et monitoré par Compose pour déclencher la recomposition? Au fait, ici, la recomposition se fait chaque fois lorsqu'on clique sur les boutons. Car, remarquez, sur le journal log4, chaque fois quand on clique sur les boutons, la valeur de clickNumber est toujours à 1. En tout cas, toujours à 1. Essayons un peu de comprendre ce qui se passe vraiment. Nous avons vu que pour que l'interface utilisateur passe d'un état vers un autre état, Compose doit détecter un changement de valeur d'une variable d'état de type mutable state pour ainsi faire la recomposition
ou la réexécution de la fonction composable avec la nouvelle donnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici pour que l'interface utilisateur ne se mette pas à jour? Au fait, lorsqu'au niveau du bouton, lorsque l'utilisateur clique, la variable d'état du type ici, mutable states, change de 0 à 1. La valeur 1, juste après avoir cliqué sur le bouton, est affichée sur la console. Cette modification fait à ce que Compose détecte les changements de la valeur de la variable d'état. Et ces changements fait que Compose fasse la récomposition de cette fonction. Lorsque la fonction est réexécutée, ça reprend l'exécution de le début et ici, clickNumber reprend sa valeur 0 et voilà, c'est la même valeur qui est affichée ici. Compose ignore même la récomposition de la fonction texte. Voilà comme c'est la même valeur qui était avant. Pour optimiser la réexécution des codes, Compose est doté d'un système qui permet d'ignorer la récomposition de certaines fonctions lorsque la variable d'état n'a pas changé. Voilà. Et c'est ce qui fait que malgré qu'on a utilisé une variable d'état du type mutable state, nous n'avons pas toujours réussi à mettre à jour ou à changer l'état de l'interface utilisateur. Tout simplement parce que lorsque Compose fait la récomposition de cette fonction, la valeur revient à son état initial. Alors, que faire pour prévenir à Compose de ne pas toujours réinitialiser la valeur de la variable d'état? Compose nous propose ici l'utilisation de la fonction remember, une fonction qui permet alors de créer des variables d'état qui permettent de mémoriser au fait leurs valeurs lors des différentes récompositions. Cela signifie que la valeur de la variable d'état sera conservée même si la fonction composable qu'il a créée est récomposée. Voilà. Ici, je vais alors retirer cette annotation. Et c'était la raison d'ajout de cette annotation parce que lorsqu'on appelle mutable state sans pour autant préciser la fonction remember, déjà le compilateur sait que ceci c'est un problème et c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté cette annotation pour ignorer les problèmes. Et à ce niveau, juste au niveau d'initialisation de notre variable d'état, je vais appeler ici la fonction remember. Voilà. Que je vais importer et dans cette fonction lambda, je vais passer ceci juste dans ce bloc. Ceci permettra à la variable d'état clickNumber de mémoriser, garder sa valeur même après la récomposition. Je vais tester encore une fois. Je vais d'abord supprimer le contenu de la console ici. Et maintenant, quand je clique, voilà, cette fois-ci, notre interface utilisateur change d'état. Ici, nous avions les tests, vous avez cliqué 0 fois. Maintenant, vous avez cliqué une fois. Quand je clique pour la deuxième fois, et oui, on peut voir la modification. Chaque fois, quand je clique, on peut voir le changement d'état sur l'interface utilisateur. Pour y arriver, la fonction composable, lorsqu'elle a été exécutée pour la première fois, a fait ce qu'on peut appeler la composition avec les variables d'état du type mutable states, que le système de suivi des modifications de Compose est capable de traquer les changements. Et une fois le changement est détecté, la récomposition est lancée avec la nouvelle valeur. Et si malgré la réexécution de la fonction composable, nous avons la nouvelle valeur, c'est que nous avons réussi aussi à mémoriser la valeur de la variable d'état après la récomposition grâce à la fonction remember pour mémoriser cette variable. Et voilà, nous avons réussi à changer l'état d'interface utilisateur avec Jetpack Composer. Voyons voir maintenant quelques points d'amélioration de ces codes. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en train d'accéder et de modifier la valeur de la variable d'état par la propriété value. Donc ici, nous n'avons pas vraiment besoin que la variable d'état
click the number, soit mutable ou modifiable. Au lieu de var ici, ça doit plutôt être val. Voilà. Ou carrément, si vous ne voulez pas chaque fois utiliser la propriété value pour accéder ou modifier la valeur de la variable d'état et d'utiliser directement le nom de la variable click number comme accessoire imitateur ou encore modificateur, il faut faire ce que l'on appelle la délégation des propriétés, qui est un mécanisme qui permet à une propriété de déléguer son comportement à un autre objet. C'est-à-dire ici qu'au lieu d'utiliser directement les getter et les setter, get value ou set value, pour accéder ou modifier la valeur de l'objet, on délègue cette responsabilité directement à la variable. Mais dans ce cas, la variable doit être déclarée avec le mot-clé var, comme ça jouera le rôle d'accessoire et de modificateur. Et au lieu du signe d'égalité ici, il faut plutôt remplacer cela par by. Et là, je dois alors importer les propriétés qui vont déléguer les responsabilités à notre variable getValue et setValue, comme on peut les voir juste ici. En tout cas, c'est bon. Maintenant, ici, on n'a plus besoin d'utiliser .value partout. Seul le nom de la variable suffit. Voilà. En fait, ceci n'est plus une expression. Je vais donc enlever tous ces accolades. Voilà, c'est cool. Remarquez maintenant ici, avec Jetpack Compose, l'interface utilisateur est pilotée par son état. C'est lui qui dicte maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut afficher. Vous avez la possibilité ici d'utiliser toute la magie du langage de programmation Kotlin pour manipuler votre interface utilisateur selon l'état que vous avez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décrire comment est-ce que vous voulez que votre interface utilisateur soit affichée en utilisant par exemple des structures conditionnelles sur votre état, des boucles et toutes les autres fonctionnalités du langage de programmation Kotlin. Ici par exemple, on peut décider d'afficher les textes. Vous avez cliqué autant de fois que lorsque click number est supérieur à 0. À ce niveau, if clicked number est égal, c'est plutôt supérieur à 0. Dans ce cas, c'est alors qu'il faut afficher ce texte. Voilà. Le texte n'est plus visible comme vous pouvez le voir. Mais quand je clique sur le bouton, voilà, click number est maintenant supérieur à 0. Et voilà, nous avons le texte qui s'affiche comme vous pouvez le voir. Une autre chose que nous allons voir pour cette leçon, c'est la gestion d'état, c'est l'élevage de l'état de l'interface utilisateur vers le plus haut niveau possible. En anglais, on appelle ça le state housing. Remarquez une chose sur cette fonction composable, la fonction myUI. L'état de son UI est défini en son sein. Ceci fait de cette fonction une fonction composable stateful, disons une fonction composable avec état. Cette situation peut amener à certaines limites, surtout quand d'autres fonctions composables veulent accéder à cette variable d'état. Dans MainActivity par exemple, là où nous l'appelons, s'il arrivait que nous ayons une autre fonction composable, pour aller vite, je vais renommer d'abord les fichiers myUI à myUI1, tout comme le nom de la fonction. Ici, là où on l'appelle, c'est désormais myUI1. Puis, ce que je vais faire, c'est de copier les fichiers. Ensuite, les coller dans le même package avec comme nom myUI2. Le nom de la fonction aussi à myUI2. Maintenant, dans MainActivity, je vais essayer d'appeler toutes les deux fonctions.
Voilà, ça sera dans la fonction colonne, comme ceci. MyUI1. Et voilà, juste en dessous, je vais appeler MyUI2. Je vais exécuter l'application. Oups, les deux éléments d'interface utilisateur ne s'affichent pas. Tout simplement parce que tous les deux remplissent tout l'espace de l'écran. Ouais. Maintenant, ici, au lieu de Fill Max Size, je vais plutôt mettre Fill Max Width, juste pour que ça remplisse la largeur. Tout comme pour MyUI 1, je fais la même chose. Ici, toutes les deux fonctions composables MyUI 1 et MyUI 2 sont stateful. Chacune d'elles gère son état dans son bloc, ce qui amène, comme je l'ai dit tantôt, à plusieurs limites. Lorsque je clique sur le bouton de MyUI 1, effectivement, son état change, comme on peut le voir. Et même chose pour l'interface utilisateur de MyUI 2. Maintenant, ici, le problème peut subvenir lorsqu'on souhaite associer à ces deux fonctions composables un seul état UI. Pour que lorsqu'on clique sur le bouton se trouvant dans MyUI 1, que les changements s'opèrent partout et vice-versa. Avec le fait que ces deux fonctions soient stateful, cela rend la tâche vraiment impossible. Et c'est là que l'élevage de l'état du UI vient à la rescousse. L'objectif ici, c'est de rendre les fonctions composables MyUI 1 et MyUI 2 le plus possible qu'on le peut que ces fonctions soient sans état, c'est-à-dire sans définir à l'intérieur d'elles leur état. En anglais, on parle de stateless, mais que l'état de ces différentes fonctions soit alors défini au niveau le plus supérieur possible pour être accessible à toutes les deux fonctions composables. Lequel état, une fois élevé le plus haut possible, sera juste en train d'être passé comme argument dans les fonctions composables qui en auront besoin. Dans MyUI 1, la fonction aura donc le paramètre clickNumber du type int. Voilà. Et cet état qu'on a déclaré, je vais alors le couper ici. Et là, la fonction MyUI1 devient stateless, en tout cas sans état, parce que à l'intérieur, il n'y a aucune variable d'état qui est déclarée. La variable d'état que j'ai coupée au niveau de la fonction MyUI1, je vais alors l'élever au niveau le plus supérieur possible dans MainActivity, là où j'appelle au fait la fonction MyUI1, juste ici. Voilà, je vais rentrer dans MyUI1. Au fait, remarquez ici, je ne peux pas modifier la valeur d'un paramètre. En tout cas, on ne modifie pas la valeur d'un paramètre. S'il faut le modifier, il faut modifier juste la valeur de l'argument qui sera passé. Pourtant, l'argument sera passé là où la fonction sera appelée. D'où ici, tout ce qu'il faut faire, je vais ajouter un nouveau paramètre que je vais nommer onUpdateClickNumber. C'est une fonction qui ne retourne rien. Donc, je vais mettre ici unite. Les instructions qui seront définies à ces paramètres, comme c'est une fonction, seront exécutées lorsque l'utilisateur clique sur ces boutons. Donc, je vais appeler le paramètre onUpdateClickNumber juste ici à l'événement onClick. Voilà, je vais copier ces deux paramètres et les définir aussi comme paramètres de la fonction MyUI2, la liste. Je vais enlever cette variable d'état et à ce niveau, c'est plutôt onUpdateClickNumber. La fonction MyUI2 devient aussi stateless, sans état. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a plus aucune variable d'état qui est déclarée en son sein. Et je vais revenir dans MainActivity. Voilà, j'ai déjà élevé la variable d'état
clicked number au plus haut niveau, ce qui est déjà bon. Tout ce qui reste à faire, c'est de définir les paramètres de ces fonctions. Les paramètres clicked number et les instructions de la fonction onUpdate click number. En tout cas, c'est la même chose avec la fonction composable myUI1. Pour myUI1 ici, au paramètre clicked number, je vais passer directement la valeur de la variable d'état clicked number, juste ici. Et au paramètre onUpdate click number, je vais passer une fonction lambda avec comme instruction l'incrémentation d'une unité à la variable d'état clicked number comme ceci. Cette instruction, l'argument du paramètre onUpdate click number, est celle qui sera exécutée lorsque l'utilisateur sera en train de cliquer sur le bouton. Et c'est ici qu'on appelle la fonction, voilà, la fonction paramètre. Je vais faire la même chose à l'appel de la fonction myUI2, comme c'est exactement la même chose. Je vais exécuter l'application pour voir. Lorsque je clique sur le bouton, comme vous pouvez le voir, partout, on peut voir les changements, car toutes les deux fonctions composables utilisent la même variable d'état et la modifient. Voilà même l'importance d'élever l'état du UI qui est susceptible d'être utilisé par plusieurs fonctions composables. La dernière chose que nous allons voir dans le cadre de cette leçon, c'est la persistance de l'état du UI, même pendant la récréation ou la réinstanciation de l'instance Activity. Voilà. Dans la leçon sur les composants de base d'une application Android, où nous avons vu les composants Activity, nous avons vu que le composant Activity a un cycle de vie. Le système d'exploitation Android crée l'instance et la détruit. Des fois pour des raisons que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, lorsque le système change de configuration, l'instance Activity de votre application est détruite et recréée automatiquement avec la nouvelle configuration. Lorsque l'activity est recréée, la fonction onCreate est appelée de nouveau, ce qui réinitialise tout l'état à l'initial. Remarquez ici, je vais faire la rotation de l'écran. Voilà, click number revient à 0. Je vais cliquer pour incrémenter encore une fois la valeur de click number. Mais quand je change encore une fois la configuration du système, ça revient encore une fois à la situation initiale. Toujours dans la leçon sur les composants de base d'une application Android, nous avons vu comment on peut restaurer l'état de l'interface utilisateur avec les bundles. Jetpack Compose nous propose aussi une fonction qui permet de mémoriser l'état de l'interface utilisateur même après les changements de configuration. Il s'agit de la fonction Remember Savable. Voilà. À ce niveau, au lieu de Remember, ça sera Remember Savable. Avec ça, remarquez, je vais essayer de changer l'état du UI en incrémentant encore une fois la valeur de click number, comme ceci. Je vais refaire encore une fois la rotation pour changer la configuration du système. Et voilà, malgré différentes rotations, l'application garde son l'état de l'interface utilisateur. Vous pouvez voir que c'est vraiment très facile comparativement à ce que l'on avait fait avec le bundle.